Pardon? Sur nous deux. Très cool. Alors, c'est à ce moment-ci, messieurs, dames, que je vous demanderai humblement d'applaudir l'ouverture de cette saison. C'est pas une question d'opinion, c'est un fait. Alors, messieurs, dames, le débat est lancé. Voyons donc. C'est ça, c'est un concours de classe. Mesdames et messieurs, bonsoir! Bonsoir à vous! Oui, bienvenue au Broupa Brouhaha pour ce tout premier épisode de Conflit de classe. C'est vraiment un grand événement qu'on lance ce soir, une grande ouverture. Là. C'est un peu vertigineux même, je Oui. dirais. Alors, on est vraiment excités. Ça fait quand même une bonne année qu'on travaille sur le podcast. Oui. On est en présence d'un merveilleux public. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous allez Oui, certainement tout à fait, nous c'est très généreux. encourager les débattants, débattantes qui vont se présenter pour le pour et contre ce Oui, soir. oui. Vous allez avoir vos préférés, peut-être. On verra bien. On va commencer par se présenter. Mon nom est Olivier Beauchemin. Je suis avec mon co-animateur. Gabriel Beauchemin. Oui, nous Et sommes oui, frères. effectivement. Au cas où ça ne paraisse pas déjà. C'est ça, il fallait le noter quand même. Faut le C'est dire, oui. indispensable. Ben, c'est quand même drôle parce que pour vrai, je me serais jamais attendu il y a 10 ans qu'à partir d'un projet avec mon frère, un balado de politique encore moins, je dirais. Oui, ben quoi qu'on débattait quand même beaucoup là, Au à 28 11, de la 12, 13 ans, brise. au 28 de la brise dans le sous-sol de nos parents. C'est peut-être que ça Ça contenait quelque chose. hein? Là, Ben tu sais, ça a peut-être provoqué quelque chose. Certainement. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. On parle de débat. Gab, tu pourrais peut-être justement nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire ici à Conflit de classe. Oui, certainement. Alors, ouais. en fait, Conflit de classe, c'est un débat, un balado de débat politique. À chaque semaine, on va se pencher sur une question de l'actualité, une question qui fait justement débat, là, qui suscite des échanges, que ça concerne par exemple la réforme du mode de scrutin, la légalisation de l'ensemble des drogues au Canada, le salaire minimum. Donc, une question par semaine qui s'inscrit là, dans l'actualité large, puis dont on va débattre, dont on va parler là, pendant un bon 45 minutes. Oui. On a eu un peu le constat, c'est peut-être mon bout éditorial, on a eu le constat qu'il y a quand même un peu de cynisme ambiant en société en ce moment. On a un manque de confiance envers les politiciens, politiciennes. Puis c'est un peu dommage parce qu'on dirait, là, avec tout ça, qu'on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, dans le sens qu'on s'intéresse plus aux politiques lui-même, aux idées. Puis je trouve que c'est quand même ça notre prise en charge, notre seul pouvoir actif encore. Le politique est intéressant, c'est vraiment important d'en parler. Donc on va se donner un mandat de vulgariser des phénomènes politiques, des enjeux, et de rendre ça le plus limpide possible. Puis je pense que c'est également pour ça qu'on a fait toute la première section de l'émission qui va être dédiée à ça, les concepts, l'historique, remettre en perspective de quoi on veut parler vraiment. Et par la suite, on passe au débat. Donc, Oui, on va passer au débat. Section. Parce qu'on faisait le constat aussi que des émissions de débat au Québec, il n'y en a pas vraiment. Puis Non, quand on discute, quand il y a des échanges qui concernent la politique, que ça concerne le débat des chefs ou que sais-je, on parle souvent de partisanerie ou quel parti est le plus haut dans les sondages, quel commentaire a bien fait, mais il s'agit rarement d'idées qui sont débattues en tant que telles. Les idées sont très rarement remises en question. Puis nous, c'est un peu l'idée pour laquelle on voulait lancer ce débat-là, c'est pour prendre une idée à chaque semaine, regarder l'ensemble de ce qu'elle contient pour prendre une espèce de pas de recul après ça, puis essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, puis c'est sûr que la formule pour et contre peut amener des fois, on pourrait croire que ça amène un manque de nuance, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en blanc ou noir dans la vie, mais ça va assurément nous amener l'éventail des arguments qui vont en sortir. Et je suis assez persuadé que nous-mêmes, nos propres opinions vont probablement changer un peu. Ça va les remettre en perspective, en fait, assurément. Donc, nos invités qui sont présents vont vraiment s'assurer de voir un peu les différents argumentaires, les différents champs argumentaires qui peuvent sortir de ça. Ça va ouvrir les idées. Oui. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier sujet de notre podcast. C'est un sujet d'actualité qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. On parle de la SAQ. Donc, vraiment, évidemment, un sujet qui fait jaser à cause de la grève, notamment. Il y a 5500 employés qui ont voté une grève, 6 jours ponctuels. Le premier jour a été le 17 juillet dernier. Et donc, ça a lieu encore là aujourd'hui. C'était à propos principalement du renouvellement de la convention collective, des horaires, temps plein, temps partiel. Je crois pas que ce sera nécessairement le sujet central du débat d'aujourd'hui. Ouais, mais ça l'éveille. Ça peut influencer un peu. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, ça éveille. Mais il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui en font parler aussi en ce moment de la SAQ, notamment la question du monopole. On y reviendra. Oui. Je vais commencer par définir ce que c'est. Donc, la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Je pense que la majorité des gens sont quand même conscients de cette réalité-là. La chose sur laquelle je pense que ça pourrait être intéressant de mettre une petite loupe, c'est l'idée de société d'État. Parce que c'est un terme qu'on utilise un peu à tort et à travers des fois. Une société d'État, qu'est-ce que c'est? Alors, selon le lexique de sciences politiques, on dirait ici que c'est un organisme ayant la même structure qu'une entreprise du secteur privé.
donc n'importe quelle entreprise, mais créée et financée par l'État. C'est vraiment là où il y a une grande distinction. Et c'est souvent à des fins spécifiques, donc la production de biens et services, la gestion de certains secteurs d'activité qui auraient été rejetés par le privé, de la promotion de la culture, de la santé, bref, évidemment, encore une fois, même modèle qu'une entreprise privée, mais fait par l'État. La distinction qu'on voit également, c'est que le gouvernement, dans ça, il n'y a pas de contrôle direct sur l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment le CA qui va gérer l'entreprise par lui-même. Là où il y a un contrôle, c'est nommer le CA. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très directement lié, évidemment. Les profits lui reviennent Oui, aussi de la même manière effectivement. qu'une entreprise privée les aurait. Donc, les dividendes qui vont vers lui. Plusieurs exemples qui existent. Au Québec, on a notamment la SAQ. On a la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Emma Québec. Il y a Hydro-Québec aussi, qui est une société d'État. On pourrait mettre quelques bémols. Oui, il y aurait des sur nuances cette à société faire. Ça d'État-là. va peut-être faire partie d'un prochain débat sur Hydro-Québec, Un petit pour ou d'ailleurs. contre Hydro, là. Hein, À sait? voir. Peut-être que ce serait intéressant. Au Canada, beaucoup d'exemples également. Post Canada, la société Radio-Canada est également une société d'État. Donc, les exemples pleuvent quand même au Canada et au Québec de sociétés d'État. La SAQ en elle-même a un mandat assez clair, c'est faire le commerce des boissons alcooliques et sa distribution. Donc, ça, évidemment, vous le savez bien, évidemment, c'est la place où on va acheter de l'alcool au Québec. Au niveau de la gestion interne, c'est un conseil d'administration, 9 à 15 membres qui sont là et qui vont suggérer un PDG qui, lui, va être, dans le fond, approuvé par l'État. Donc, il suggère un PDG à l'État. L'État est responsable d'accepter ou non. Présentement, c'est Alain Brunet, qui est le président-directeur général de la SAQ. Il a commencé comme commis à la SAQ Côte-des-Neiges et s'est rendu on the top, finalement, là, comme PDG. Pour la SAQ. Une grosse carrière quand même, un beau Ben un oui, beau quand même, un beau parcours, bon. Hein? Il va terminer son mandat en 2018, donc dans les prochains mois. Il sera remplacé là, très bientôt par un autre PDG. La SAQ a eu une dizaine de PDG dans son histoire, notamment Gaétan Frigon, qu'on a connu comme Dragon. Peut-être que vous avez écouté Dans l'œil du dragon. C'est un des dragons qui est passé, donc une figure publique un peu plus connue. Si on rentre dans l'essentiel de ce que je crois qui va être le débat de ce soir, la SAQ, c'est un monopole. Et je pense que c'est là où on a beaucoup de personnes qui en ont jasé dans l'actualité. Elle a le monopole donc de l'achat, de l'importation, de la vente et la distribution des produits alcooliques au Québec, sauf pour les bières et les vins produits au Québec. Alors, c'est peut-être vraiment là où elle a un gros pouvoir, finalement. C'est peut-être ce qu'on va jaser beaucoup aujourd'hui. Donc, pas uniquement de la vente, mais aussi de la distribution. Puis de oui, tout exact. ce qui, Tu parles de distribution. Elle a l'exclusivité de la première distribution au Québec sur toutes les boissons alcooliques, à l'exception du cidre léger et de la bière embouteillée au Québec. Ça fait de la SAQ une grosse machine quand même, évidemment. Puis c'est pour ça qu'on en a jasé beaucoup dans l'actualité. Est-ce qu'on devrait garder le monopole ou non? Je pense que les débattantes ce soir vont vraiment avoir à se positionner là-dessus. Je terminerai le tout donc en disant un petit peu ce qu'on en a dit au niveau du monopole. Il y a donc François Legault de la CAQ qui s'est positionné en disant qu'advenant un gouvernement caquiste, il y aurait la fin du monopole. Ce à quoi Philippe Couillard a répliqué rapidement que son parti ferait la même chose, en fait, donc la fin du monopole. Ouais. L'explorerait, enfin. Il a commandé une étude qui est censée arriver le fin août, juste avant les élections. Oui, exactement. Pour, en tout cas, lui donner des munitions advenant. Là, Bon, on n'est pas si surpris parce que le modèle économique de ces deux partis-là se ressemble quand même. C'est pas si surprenant, on n'est pas tombé des nues. Là. Peut-être un prochain débat. Peut-être un prochain débat, effectivement. Et donc, c'est ça, voilà, un débat qui fait rage. On a parlé un peu de privatisation aussi. C'est des termes qui vont être assez différents, privatisation et monopole. On y reviendra également un peu plus tard. Gab, toi, tu as préparé un petit peu l'historique de la SAQ. Oui. Où est-ce qu'on en est au niveau de la gestion des alcools au Québec? Parce que ça n'a pas toujours été la Société des alcools du Québec qui Non, gérait ça n'a pas toujours été la SAQ, donc gérer l'administration du vin au Québec, mais ce monopole-là, en tant que tel, de l'État sur le vin, lui, il date. C'est une vieille histoire. En fait, ça a commencé en 1921. Le gouvernement du Québec va adopter la loi sur les boissons alcooliques et va créer la Commission des liqueurs de Québec. Donc, c'est la toute première fois qu'il y a un monopole qui s'inscrit. C'est dans le contexte de la prohibition, d'ailleurs. C'est la toute première fois qu'il va y avoir un monopole qui va avoir les rênes de cette administration-là puis de la vente du vin. Je sais pas si c'est surprenant non plus. Après la prohibition, je peux comprendre aussi que l'État a voulu prendre ce monopole-là, question de s'assurer de la bonne gestion de l'alcool. Oui, exact. Ailleurs, à plusieurs endroits, c'était illégal. Au Québec, on a fait le choix, disons, de tempérer cette vente des alcools-là en mettant en place le monopole. Ça a été notre originalité au Québec, si on veut. Okay. Il en demeure pas moins, par contre, que dans l'ensemble des années 20, des années 30, des années 40, le contexte de vente de l'alcool était vraiment très austère. En fait, les premiers magasins de vin ressemblaient beaucoup plus à des confessionnaux, si on veut. Là, c'était des... c'était vraiment très gris. Là, on voyait pas, il n'y avait pas d'image de bouteilles de vin. C'était vraiment des listes de prix les unes après les autres. Un peu comme la gestion des cigarettes. Oui, effectivement. Très austère. Très austère, très gris. On ne pouvait pas acheter plus qu'un spiritueux à la fois. C'était donné dans des sacs un peu opaques, un peu gris. Il y avait quelque chose d'un peu... on voulait un peu cacher ça. Malgré le monopole, malgré la vente, c'était à demi admis. Ce contexte-là va se maintenir jusque dans les années 60.
où la Révolution tranquille va vraiment transformer les mœurs, va vraiment transformer les mentalités. On va assumer de plus en plus L'alcool. l'alcool, le fait de bien manger, le fait de bien boire. Ouais. Puis en 1961, la Régie des alcools du Québec va être créée, va prendre un peu le relais de la Commission des liqueurs de Québec, puis il va se donner comme objectif de permettre l'expansion du commerce des alcools, donc de façon beaucoup plus décomplexée. 1971, création donc officielle de la Société des alcools du Québec qui va hériter donc de 2600 employés, de 215 succursales. Okay. Ça commence à être un commerce puis un marché qui prend beaucoup de place. 1987, l'ensemble des ventes vont dépasser le cap du milliard de dollars. Donc ça s'enrichit, là. Ça devient une immense chose. 2007, un fait un peu plus... disons, plus ludique, plus anodin, ça va être la création des fameuses pastilles de goût, là, avec, où on voit là, fruité, Fruité généreux. sec, fruité généreux. Parce qu'en fait, ça s'inscrit un peu dans le mandat de la SAQ de faire cette éducation populaire-là. Oui, puis je suis convaincu en fait que ça a très bien son utilité aussi de. Ben oui, moi, ça m'arrange beaucoup, d'ailleurs. C'est parfait. Très sincèrement. 2007, je la savais avant qu'on travaille sur ce podcast-là. Puis aujourd'hui, la SAQ, c'est environ 1 milliard de dividendes que ça génère par année, plus environ 500 millions de taxes à l'État annuellement. Quand même une grosse machine. Oui, tout à fait. que c'est. On parlait de monopole et de privatisation. Tu peux-tu un peu nous expliquer la différence entre les deux? Parce Oui. que souvent, dans les journaux, on a un peu tendance à confondre ces deux notions-là. Effectivement. Mais lorsqu'on parle de mettre fin au monopole, il s'agit vraiment pas de remettre en question la SAQ en tant que telle. La SAQ peut continuer à exister. C'est simplement qu'en ce moment, comme tu le mentionnais, elle a le monopole sur la vente, sur la distribution. Et mettre fin au monopole, ça ferait simplement en sorte qu'il pourrait y avoir d'autres entreprises privées qui commencent à émerger, qui commenceraient à émerger, puis qui vendraient du vin de façon tout à fait libre et tout à fait privatisée. Par exemple, il pourrait y avoir une entreprise qui vend du chocolat avec son Porto préféré, puis qui importe le Porto qu'ils veulent de l'ensemble du monde, puis ça pourrait être un tout nouveau genre de commerce d'alcool. Et donc, le fait de mettre fin au monopole de la SAQ, ce que ça impliquerait, donc, c'est qu'il pourrait y avoir des... On ouvre le marché à On d'autres ouvre le individus marché. qui veulent rentrer là-dedans. Et donc, conséquemment, ça mettrait de la pression puis de la concurrence sur la SAQ elle-même. Ok. Ce qui pourrait hypothétiquement en venir à pousser l'innovation, à peut-être même diminuer les prix parce qu'il y aurait de la concurrence. Donc ça, c'est l'idée de mettre fin au monopole en particulier. Lorsqu'on parle de privatisation, c'est autre chose. Il peut y avoir, par exemple, une privatisation complète où là, on fait juste passer d'un monopole public à un monopole privé. Là, en ce sens-là, il n'y a pas plus de concurrence. Donc, C'est on juste... vendrait la SAQ on vendrait finalement la à une SAQ. entreprise privée qui l'achèterait en Voilà. entier. Voilà, exact. Bon, l'avantage de faire ça, c'est qu'au jour 1 de la vente, on aurait une bonne masse d'argent dans les coffres du Québec. Ouais, c'est combien la SAQ en termes de valeur? Il y a plusieurs estimations par rapport à la valeur de la SAQ. Ça oscille entre 15 et 25 milliards de dollars. Ça dépend. En tout cas, ça varie beaucoup. Mais donc, évidemment, au jour 1, il y aurait une grosse... comment dire? Ça remplirait beaucoup là, d'un coup les coffres du Québec. Coffres, ouais. Par contre, il n'y aurait plus l'argent des dividendes parce que ça ne lui appartiendrait plus. Il n'y aurait plus les profits de ça. Il y a aussi l'idée de la privatiser partiellement, ce qui ferait en sorte que le gouvernement pourrait garder son monopole si, par exemple, il détient encore 60% ou même 51% des parts de la SAQ. Donc, il pourrait maintenir encore son monopole, quoi qu'il en viendrait à perdre une partie des dividendes, mais en ayant, disons, l'argent de la vente de 40% ou de 49% de la SAQ au moment où il Donc, quand on parle de privatiserait. privatisation, on parle de vendre totalement ou une partie de l'entreprise qui est Exact. la SAQ. Voilà. Au Il y aurait plus aussi le fait de rendre privé juste une partie du monopole de la SAQ, c'est-à-dire de privatiser juste le monopole sur le vin, puis que la SAQ pourrait garder le monopole sur les spiritueux. Ok. Il y aurait aussi l'idée de privatiser la vente au détail, mais que la SAQ garde le monopole de la distribution puis de l'importation des vins. Il y a plusieurs manières de privatiser puis de changer la formule de la SAQ. En Alberta, par exemple, c'était un monopole d'État qui administrait le vin jusqu'en 1993. Ça a été vendu au privé. Puis là, depuis, c'est la concurrence, c'est le marché libre en Alberta. Est-ce que ça a été une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a plusieurs études aussi qui sont penchées sur la comparaison avec le Québec. Il y a une étude dernièrement de l'IRIS qui est sortie puis qui en venait à dire que le vin moyen en Alberta était relativement l'équivalent du prix moyen au Québec. Donc, monopole privé versus monopole public, il semblerait qu'au niveau du prix du vin, il n'y ait pas une grande différence. Par contre, on peut penser qu'il y a une plus grande diversité des vins en Alberta, étant donné qu'il y a une liberté par rapport à l'importation. Ouais. Enfin, fait que, donc plusieurs modèles. Puis sinon, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, ils ont maintenu leur monopole public. Puis en Colombie-Britannique, c'est, disons, un entre-deux, des magasins qui sont exploités par l'État, mais qui cohabitent avec des commerces privés. Puis en Europe, là, en tout cas, là, c'est vraiment libéralisé au complet. Il y
a vraiment, il y a aucun monopole. On vend du vin comme on vend des pinceaux ou des jouets. C'est une très bonne comparaison, ça. Ouais. On peut donc comprendre qu'il y a une panoplie de modèles qui existent, autant au niveau de la privatisation que du monopole ou non. On va en jaser évidemment avec les débattants et débattantes qui s'en viennent dans quelques instants. Ils vont en parler de la SAQ, mais il y a également beaucoup de personnes qui en ont jasé. Alors, ce qu'on en a dit, tout d'abord, Gaétan Frigon, l'ex-PDG de la SAQ, quand le privé a eu le droit de vendre de l'alcool, il a toujours focaillé ça. Dans les années 70, les épiciers ont pu vendre du cidre. Ils vendaient de l'espace sur les étagères. Ils exigeaient des caisses gratuites, des rabais en dessous de la table. Ça a duré 3 ou 4 ans. Ils ont tué le marché et ils n'en vendent plus. Yuri Chassin, candidat pour la CAQ, octobre 2016. Avec tous les défis que présentent les services publics, j'avoue ne toujours pas comprendre pourquoi l'État s'acharne à vendre du vin comme s'il s'agissait d'une mission essentielle. Simon Tremblay-Pépin, candidat pour Québec solidaire en avril 2015. La privatisation n'a pas permis de réduire les prix du vin et des spiritueux en Alberta. En fait, les prix albertains ont cru 2 fois plus vite qu'au Québec depuis la privatisation. Et finalement, Julia Posca, chercheur à l'IRIS, juin 2018. La privatisation de la SAQ ne ferait que permettre à une poignée de grandes entreprises privées de jouir d'une nouvelle source de profit sans que la population québécoise dans son ensemble en bénéficie. Alors, 4 personnes qui ont définitivement donné leur opinion. J'en connais 2 qui vont définitivement donner la leur en formule pour et contre. Alors, messieurs, dames, j'aimerais qu'on applaudisse, qu'on les accueille. Audrey Martineau-Dumas et Nathaël Bureau, nos invités de la soirée. Alors, bonjour, messieurs, dames. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Hey, on est très content de vous avoir pour ce premier podcast. Merci, merci. de vous être prêtés au jeu. Donc, 2 intervenants qui vont défendre le pour et le contre. Je vais commencer l'entrevue avec Nathaël Bureau. Alors, Nathaël, tu vas défendre quelle position? Moi, dans le fond, je vais défendre le monopole de la SAQ, dans le fond. Alors, tu es pour la SAQ, toi? Moi, je suis pour le monopole public de la SAQ au Québec. Parfait, excellent. Nathaël, tu as étudié, donc en fait, tu débutes à l'instant même ta maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Oui, c'est bien ça. Ça va porter sur quoi, cette maîtrise-là? En fait, je commence mes cours tranquillement. J'ai déjà une idée de mémoire. J'ai travaillé un peu l'idée au bac. Ça va sûrement porter sur les luttes syndicales dans une économie globalisée. OK. Et je n'irai pas nécessairement dans les détails, mais l'apparition des grandes organisations syndicales mondiales. OK, parfait. C'est super intéressant. Tu souhaite bonne chance pour ta maîtrise. Merci. Depuis 2015, tu es quand même impliqué dans les syndicats, les mouvements en général. Depuis 2015, entre autres, dans la mobilisation entourant la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, en fait, ton implication dans le mouvement? Oui, dans le fond, nous, on avait commencé en 2015 quand il commençait à avoir certains gains qui étaient faits aux États-Unis. Ouais. Je pense notamment à Seattle où est-ce qu'il y avait une campagne qui avait été faite pour faire élire une conseillère socialiste avant Bernie Sanders sur le conseil de ville. Puis dans le fond, une de ses revendications, c'est 15$ de l'heure. Ils ont poussé ça. Puis tranquillement, ça arrivait l'idée au Canada. Donc nous, le but, c'était de l'implanter. L'idée est initier un mouvement, si on veut, au Québec. Donc, ça a été principalement au niveau de faire adopter la résolution à Québec solidaire, puis ainsi que la revendication dans le milieu syndical pour ma part à SSN. Génial. Puis pour les gens à la maison qui ne le savent pas, en fait, ce sera le prochain débat, en fait, Belladon, pour ou contre le 15$ de l'heure pour le salaire minimum. Alors, on verra bien la semaine prochaine, probablement, qu'est-ce qu'il y en est. Également, tu fais partie de l'organisation de la prochaine campagne provinciale de Québec solidaire. Oui. Tu t'es impliqué de quelle manière, en fait, là-dedans? Dans le fond, moi, je participe à l'organisation de l'équipe électorale, précisément dans la circonscription de Verdun pour Québec solidaire. Okay. Et dans le fond, c'est ça. Moi, je suis là pour organiser, monter l'équipe, coordonner, et avant et pendant la campagne, évidemment, faire les rapports après. OK, parfait. Est-ce que tu as l'intention de devenir peut-être député plus tard ou de te lancer dans une course à la chefferie, peut-être? Peut-être pas une course à la chefferie. Moi, premièrement, mon implication, c'est parce qu'elle était militante. Je vais paraphraser Margaret Thatcher, mais dans l'autre sens, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à l'autorité à part Québec solidaire. Ça, c'est mon opinion. Parfait, excellent. Bon, on voit tes couleurs déjà. Tu es également un nouveau délégué pour le syndicat des employés du CHUM de la CSN. Oui. Tu viens de commencer. En fait, c'est quoi les tâches que tu auras comme, dans ce nouvel emploi-là? Premièrement, délégué syndical, c'est, si on veut, c'est quoi que tout le monde est membre, évidemment, d'un syndicat. C'est la première personne sur le plancher. Moi, je travaille avec mes collègues. S'ils ont une question, moi, mon rôle, dans le fond, c'est de donner suite à cette question, trouver la réponse.
puis accompagner la personne si T'épauler un nécessaire. peu là, C'est ça. la gang. Merci Nathanaël de te prêter au jeu pour cette position en pour. Du côté de contre, évidemment, puisqu'il ne reste une position à défendre, on a ici Madame Audrey Martineau-Dumas. Ça va bien, Audrey? Oui, ça va très bien. Ben oui, puis c'est drôle parce qu'en plus, on se connaît dans la vie. J'ai été manger à ton restaurant dans la vraie vie. Effectivement. Tu as fait des études en gestion. Tu as travaillé 9 ans dans une fromagerie de ton quartier. Quelle fromagerie tu as travaillé? Ben, c'est à l'Échoppe des fromages, c'est à Saint-Lambert. C'est une fromagerie qui promeut vraiment beaucoup les produits locaux, beaucoup sur le québécois. Et donc, j'ai connu vraiment le petit producteur, autant que les gros, là, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça plus prôner encore plus les petits. Donc, bien impliqué dans le côté local de la Oui, chose. exactement. Là. Ça fait depuis ce temps-là, justement, que c'est important pour toi. Oui. Ce magasin-là, il était à Montréal? Il était... C'est à Saint-Lambert. sur la Saint-Lambert. Rive-Sud. OK. OK. Et puis ça t'a amené en fait à être intéressé par justement t'ouvrir ta propre boutique, ton propre restaurant. Tu es maintenant donc propriétaire de boutique et d'un restaurant centré sur la microbrasserie. C'est quoi, c'est où, c'est quoi le contexte en fait de ces ouvertures-là? Encore là, c'est à Saint-Lambert, fait que je me suis établi dans mon quartier. Ouais. J'ai commencé par la boutique il y a 4 ans avec mon partenaire. On a parti ça. On a vu quand même... Dans le fond, c'est une espèce d'opportunité qui s'est créée. On va en parler plus tard, là, mais avec, dans le fond, la SEQ n'a jamais pris en charge la bière, qui était donc la bière commerciale qu'on a retrouvée dans les épiceries, dans les dépanneurs. Puis ben là, tu vois que ces petites productions-là sont des fois difficiles à amener au public. Ça faisait quand même quelques années qu'il y a des places de microbrasserie qui s'ouvraient, qu'autant que ce soit des bars comme ici au Brouhaha ou que ce soit des épiceries, des boutiques, des marchands de bière. Fait que ben nous, on n'avait pas à Saint-Lambert. On a dit, mon Dieu, il y a un marché pour ça. Moi, je tripe sur les petits producteurs, comme je dis. Donc, on s'est lancé là-dedans. Ah, c'est Ouais. super Il y avait une intéressant. opportunité du fait que la bière n'était pas... Oui, mais t'es pas sur le rigide. monopole. Oui, exactement. Ça te donne un peu cette ouverture-là. Pourquoi une boutique et un resto? Parce que les deux te passionnent en fait autant la vente directe au détail Ouais, que... ben je dirais que l'idée peut-être dans le fond, l'idée du resto était un peu plus au départ, c'était la première idée en soi d'ouvrir notre bar. Puis ben c'est sûr qu'avec du financement, une boutique c'est un peu plus facile à ouvrir qu'un resto. Fait qu'on a commencé par faire ça la boutique. Quand la boutique s'est bien établie dans notre milieu, que les gens on a vu qu'ils étaient vraiment pros à triper sur la micro avec nous, on a pu ouvrir notre resto bar, si je peux dire, parce qu'à Saint-Lambert, ben il y a encore la loi la tempérance qu'on appelle la loi Scott. C'est quoi ça, la loi Scott? Ben, c'est une loi qui s'applique encore à Verdun et à Saint-Lambert. À Verdun, malheureusement, ben, eux autres qui ont pu avoir l'artère Wellington, qui ont pu mettre des bars sur Wellington, mais ça existe encore. Et à Saint-Lambert, ben, on n'a pas le droit de bar. Et donc, il faut ouvrir un restaurant où on vend de la microbrasserie, mais je dois faire consommer de la nourriture à tous les clients. Alors, c'est un resto-bar que t'as. Oui, voilà. OK. On l'a appelé bistrot. Mais non. Parfait, excellent. Et donc, aujourd'hui, tu vas défendre la position contre. Exactement. Donc, les deux intervenantes qui sont devant nous pour cette position-là. Je pense qu'on vous a bien introduit. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette joute oratoire? Avec plaisir. Ce sera Alors- Gabriel qui va prendre la direction du débat. Oui. Alors, Gabriel, je t'invite à peut-être te présenter les règlements ou la Tout à gestion, fait. tout ça. Ben, ce sera pas un débat bien complexe. D'abord, on a tiré au sort un peu plus tôt, avant que vous arriviez ici. Ce sera Audrey qui va commencer avec un premier 3 minutes de présentation de tes lignes directrices, de l'idée pour laquelle tu serais contre la SAQ telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner avec un 3 minutes de Nathaël sur le côté opposé, sur pourquoi est-ce qu'il faudrait maintenir ce monopole-là. Et puis donc, après ça, le débat va s'enchaîner pendant environ 15-20 minutes. Et puis finalement, vous aurez 1 minute chacune pour conclure. Donc, on commencera par Nathaël et on finira par Audrey. Donc voilà, est-ce que ça vous va? Parfait. Merveilleux, donc on se lance. On peut leur J'introduirai... donner en fait une bonne main d'applaudissements, Oui, je crois, oui, pour oui, oui. cette ouverture-là. T'as bien raison, mon frère. Ben oui, écoutez, la tension est quand même là. Tu sais, ce sera une première joute oratoire pour qu'on Oui. vous classe. Certainement. Donc, je vous lance avec une première question. Ben non, mes excuses, je me trompe moi-même dans mon cadre. Je commence... On va reprendre la bonne main d'applaudissements, en fait. Alors, une bonne main d'applaudissements pour nos intervenants et intervenantes. Merci, mon frère. Donc, on commence avec Audrey pour un 3 minutes là, de présentation. Bon, ben moi, c'est sûr qu'au départ, dans le fond, l'idée de la SEQ d'avoir un monopole, je suis pas contre. Je suis vraiment contre dans l'application présente de ce qu'ils font. Je dirais que, mettons, il y a plusieurs points, là, dans le sens que, en ce moment, et mettons, un producteur de vin français, il faut quand même que tu passes toujours par la SEQ, mettons, même pour pouvoir, pour avoir accès en tant que consommateur. OK. Des fois, c'est vraiment très difficile d'avoir accès et ça coûte très cher. Bon, c'est sûr qu'il y a les taxes provinciales, fédérales, le dédouanage,
Puis en plus, si tu passes par une agence, tu as les frais d'agence et tu as les frais de la SAQ. Ce qui donne vraiment que, dans le fond, la petite bouteille du petit producteur est très difficile à avoir accès et ça peut prendre vraiment du temps avec la SAQ. Puis des fois, à un moment donné, c'est un peu malheureux en tant que consommateur de ne pas pouvoir avoir accès plus facilement. Puis aussi, moi, tu sais, dans le fond, j'ai créé mon entreprise aussi au départ parce que la SAQ n'a pas pris ça en charge. Puis je trouve ça un peu étrange comment la SAQ ne prône pas d'avoir eu des produits locaux facilement. Qu'on ait, comme la bière de microbrasserie, finalement, c'est introduit un petit peu par Boréal présentement. On la retrouve en SAQ pour certains produits spécifiques, mais on s'entend qu'ils n'ont pas vraiment prôné ça. Ils l'ont prôné plus dans les années 90-2000, quand avant, il y avait des SAQ bières qui existaient, qui faisaient autant importer de la bière comme d'importation un peu européenne, autant que quelques microbrasseries qui naissaient dans ce temps-là du ciel, Unibrou, Boréal. Puis, ils l'ont comme délaissé dans les débuts des années 2000 parce que peut-être qu'ils ne trouvaient pas la rentabilité. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement les pourquoi qui ont arrêté ça. Mais ça a fait quand même qu'il y a eu un marché privé qui s'est installé, qui, lui, fonctionne très bien. J'en suis bien heureuse, mais ça a été par manque de prise en charge de la SAQ qui est supposée prendre en charge les boissons alcooliques au Québec. Fait que je trouve ça des fois un petit peu malheureux de la part de la SAQ de ne pas avoir prôné les produits locaux. Même pour ce qui est des spiritueux, si je pense encore à un ami à moi qui est parti compagnie de spiritueux après il y a pratiquement 10 ans là, maintenant, mais son gin a été tellement difficile à rentrer dans les lignes de la SAQ. Aujourd'hui, on est chanceux, on a des beaux gins québécois. Maintenant, ils ont vraiment réussi un tour de force à rentrer puis que les consommateurs trippent dessus. Mais c'est les consommateurs qui ont dit « Je veux ce gin-là, je l'en veux, j'en veux ». La SAQ n'a pas prôné ça au départ, pas du tout. Puis c'est les consommateurs, c'est peut-être aussi par les réseaux sociaux. Ils ont eu la chance aussi que les réseaux sociaux existent maintenant. Fait que la pub s'est faite plus facilement, plus gratuitement. Fait qu'à cause de ça, on peut retrouver maintenant des produits québécois, mais c'est incroyable comment c'était pas dans la lignée de la SAQ d'avoir des spiritueux facilement accessible. accessible. Ce que je comprends que tu dis, en fait, c'est que l'idée que tout ce qui est la bière n'était pas un monopole directement lié, on pourrait se questionner, en fait, sur est-ce que le monopole est nécessaire pour tout le reste aussi, finalement. Exactement, dans le sens que tu te poses aussi la question, tu te dis, est-ce que tu as un monopole? Oui, mais pas sur la bière et certains cidres et maintenant les vins avec la loi 88, des vins québécois là, qui mettons, sont rentrés mettons, dans les épiceries et les dépanneurs. Pourquoi, si tu as un monopole, si tu décides de prendre tout en charge, après, finalement, tu privatises quand même une petite partie, puis là, tu trouves que ça, c'est correct comme libre-échange, puis après, mais tu pourrais pas avoir comme des cavistes, mettons, qui vendent du vin, mettons, comme une agence, là, mettons, qui décide de vendre tel vin parce que c'est des petits producteurs d'ailleurs qui peuvent rentrer. Il me semble que ça créerait pas vraiment de problème pour nous. Là, ouais. Bon, on y reviendra certainement. Nathaël? Oui. Dans le fond, moi, c'est plus au niveau... évidemment, il y a la question de l'accès qui a été relevé aux produits. Une compagnie comme une société d'État comme la SAQ, dans le fond, avec la taille qu'elle a, on peut aller chercher tellement d'économies d'échelle avec toutes les autres entreprises qui viendraient sur le marché en même temps. On paierait... Admettons qu'il y avait 10 entreprises sur le marché. On parle là soit une privatisation partielle ou complète. On se retrouvait avec 10 administrations à payer. Puis on aurait une perte au niveau de l'échelle, des économies d'échelle. Puis ça ferait en sorte qu'on serait moins en mesure d'offrir des produits comme en ce moment au niveau de l'ensemble du Québec. C'est-à-dire que ton vin que tu trouves à Montréal, tu vas le trouver à Sept-Îles, tu vas le trouver au Saguenay, au même prix. Puis s'ils l'ont pas, ils vont te le commander puis il va arriver tout de suite. En ce moment, on peut... Avec un certain délai, on s'entend, la bouteille ne va pas disparaître, mais le principe, c'est qu'on va te la commander puis elle va se déplacer. Donc, en ce moment, en fait, il y a une diversification des produits. Puis la SAQ, en fait, est un acteur qui permet d'aller chercher une diversification des produits, ce que le privé ne peut pas faire de la manière qu'elle fonctionne. La logique marchande, c'est qu'il faut maximiser les ventes pour faire le plus d'argent possible. Puis en maximisant les ventes, c'est quoi qu'on cherche à faire? On cherche à faire le plus d'argent avec le moins de produits possible, avec le moins d'espace, avec le moins d'employés. Tout ça, ça fait en sorte qu'on réduit, en fait, au final, l'offre. Là, si on parle monopole de la SAQ, donc par exemple le vin, on aurait une réduction de l'offre. Si on regarde au niveau des épiceries en ce moment,
Ils vendent certains vins, mais quand on y va, la qualité, c'est que des vins de bas de gamme. Oui, c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est bas de gamme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres? Il y a du galop. Puis c'est bon, c'est cheap. On s'entend un petit mais jugement quand même au niveau du galop. du galop, tu sais. C'est correct comme ça. Mais moi, je vois plutôt ça au niveau où est-ce que ça nous permet, en fait, au contraire, d'avoir une offre diversifiée des produits. Donc, voilà. Parfait. Ben, donc, lançons-nous dans le cœur du débat d'aujourd'hui. Je lancerai sur une première question qui est relativement générale, là, mais en tout cas sur lesquelles on peut rebondir de bien des manières. Est-ce que la SAQ donc représente, à votre avis, le véhicule idéal pour administrer la vente d'alcool au Québec? Mais si on parle parce que je vais reprendre la balle au bon. Tu parlais tantôt de diversification du produit, puis tu disais sûrement que les privés allaient prendre ça, puis sûrement comme y avoir moins de diversité. Bien, moi, en ce moment, en tout cas, je suis un peu la preuve. Oui, c'est sûr que c'est avec des produits québécois, mais un peu la preuve que justement, la diversification se fait plus dans le privé que dans le public. Si je regarde, mettons, comme si la SAQ, c'est pas capable de faire, mettons, son markup, sa majoration de prix avec des petits spiritueux, elle va l'enlever l'année d'ensuite parce qu'ils n'ont pas assez vendu. Tandis que moi, moi, j'étais un petit privé, j'ai une petite boutique de bière de microbrasserie, à peu près 450 sortes, mais quand même 450 sortes parce que je peux aller chercher une caisse de 12, puis ça me dérange pas, puis blablabla, pour donner l'opportunité aux consommateurs. Fait qu'en même temps, je sais pas si ce monopole-là aide le consommateur à avoir de la diversification ou comme enlève ça à L'inverse, oui. C'est clair que c'est un cas qui est intéressant, mais moi, je regarderais plus au niveau de l'Alberta. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? C'est que, évidemment, là, ça a été libéralisation complète, privatisation au complète. Ce qui est arrivé avec les marchés, c'est que c'est des gros de l'alimentaire qui sont arrivés. Donc, Sobeys, qui est l'équivalent de Métro ici, ou quoi que Métro dans le reste du Canada. Mais c'est un géant de l'alimentaire, de la distribution. Ils sont arrivés sur le marché, puis en fait, ce que ça crée, c'est un oligopole. Les petits commerçants, ils sont étouffés par ça. Puis au final, on se retrouve, parce que c'est important de comprendre comment est-ce que certains épiciers peuvent fonctionner, c'est ils peuvent, dans certains cas, vendre des étalages. Donc, par exemple, telle compagnie arrive, le plus offrant, je t'achète 50% de tes étalages. Donc, 50% de tes étalages viennent d'un seul fournisseur. Un seul fournisseur et une seule provenance. Mais si on sensibilisait, mettons, le public, autant qu'on l'a sensibilisé, moi je parle encore de mon milieu, de la microbrasserie, à triper sur le petit producteur, le truc local, je pense pas que on peut essayer de promener ça dans le milieu, puis qu'après on dit « Ah, la petite bouteille spécifique qui est du vin nature, du vin bio, d'aller chercher ça. » Puis peut-être que là, ça va peut-être être plus niché, mais quand même que ça peut exister, que ces agences-là privées puissent prendre une partie quand même de la vente, puis qu'on puisse avoir accès à ces genres de différents produits-là. Ben moi, je suis totalement d'accord de mettre de l'avant les produits locaux. Je suis pas contre ça pantoute. Moi, c'est plus au niveau des forces du marché que moi, je suis inquiet, en fait. C'est que... Parce que dans le fond, moi, je dis juste qu'on pourrait privatiser une partie nichée du produit. Mettons 15% du vin qui rentre au Canada, là, tu sais. Puis que, mettons, ces gens-là, les plus petites productions, puissent rentrer sans passer par la SAQ, tout simplement. Genre, ça veut pas dire que la SAQ garde pas non plus la plupart des vins qu'on retrouve en vente, que ce soit des grands producteurs, que des petites sélections, mais quand même qu'on puisse avoir accès. Mais sur quelle base on pourrait spécifier ce 15%-là ou ce 20%-là de petite production? Parce que ça jouerait avec le temps, ça bougerait avec le temps. Oui, c'est sûrement que ça bougerait avec le temps, mais je veux dire, si on regarde des trucs spécifiques et petits, nichés, je pense que ces agences-là prôneraient justement le vin nature bio-ish qu'on n'est pas capable d'avoir en SAQ parce que c'est trop des petites productions. Si je prends la balle au rebond, en fait, je vais dans un contre-argument. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un comité de gestion qui serait peut-être plus ouvert avec des personnes du secteur privé ou du moins, je parle de différentes diversités de produits, là. Peut-être que est-ce que ce serait pas la gestion qui aurait une problématique à ce niveau-là ou c'est peut-être plus une question vraiment de faire rentrer le privé directement? Moi, je penserais qu'on tomberait justement dans la logique que je disais plus tôt, c'est que... Je le comprends, ta crainte, là, c'est ça. C'est au niveau des modes de gestion d'un établissement comme la SAQ, on y va plus au privé qu'en ce moment, on tente d'aller chercher certains produits diversifiés avec une qualité, si on veut, supérieure. Est-ce que le privé peut faire ça? Ils vont arriver et ils vont dire « Ah ouais, mais ta SAQ, ton vin de tel pays... Sauf qu'en même temps, si on n'y va pas dans le gros volume, peut-être pas.
Tu comprends? Tu sais, si on y va, tantôt tu me posais la question justement, quand est-ce qu'on prend le 15% à gauche, à droite, ben si on y va dans le petit volume, pas dans le gros volume, peut-être que c'est peut-être là la marge à dire, ceux-là, les petits, les épiceries sont pas intéressées à dire, je fais juste rentrer 3-4 caisses, là. Tu sais, tu comprends, c'est pas... Ben, en effet, mais si on regarde l'Alberta, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est que c'est eux qui vont prendre le marché, ils vont l'occuper, puis ils vont étouffer les petits commerçants. Donc oui, on a certains qui vont survivre, mais généralement, ça va se transformer en gros oligopoles. Et si on compare, mettons, à l'industrie de la bière, dans la bière, en fait, il y a peut-être à la fois les deux, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de bières au Québec, malgré le fait que ce soit fait de façon privée. Molson Coors fait son affaire, puis moi je fais mon affaire, puis pour vrai, on cohabite. C'est peut-être eux autres qui sont peut-être un peu en ce moment frustrés parce qu'on prend 1% peut-être par année dans le marché, mais ça, c'est... on verra, advienne que pourra. Oui, mais absolument, mais en ce moment, il y a une recrudescence justement pour les produits, tous les trucs de microbrasserie, mais si on s'en remet 15 ans en arrière, est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que il ne va pas avoir un... Non, mais je pense qu'on a quand même un retour en tant que consommateur à avoir un attrait du peut-être beau, bon... En même temps, le gros commercial va rester, là, tu sais, puis il va exister, puis la SAQ peut encore le garder, mais peut-être aller dans le plus niché, comme je dis, avec des tripeux de vin qui veulent tel vin de tel endroit, qui peuvent être difficiles à avoir. De eux autres, ben, c'est des petits cavistes qui naissent avec une idée, une petite Puis en fait, privatisation. c'est en ligne sur l'idée du monopole. En fait, je sais que tu en parlais dès le départ de ton introduction, que tu défendrais ce monopole-là. Mais là, il y a justement la question du monopole. Est-ce que le monopole, à partir du moment où on le briserait, il pourrait favoriser la SAQ? Ça n'empêche pas la SAQ d'exister, mais ça pourrait permettre peut-être l'arrivée de cavistes un peu plus nichés ou de producteurs, de commerçants qui puissent avoir leur part de marché. Ou toi, tu défends encore le monopole parce que ça permet une meilleure gestion? Moi, c'est la situation actuelle que je défends. C'est ça, exact. Si on brise, si on veut, le monopole public, on garde par exemple la SAQ. À côté, il y a d'autres joueurs du privé qui peuvent venir. Moi, ce que je pense, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas la même... C'est comme je disais, on va payer pour 10 administrations différentes. Non, mais en même temps, la SAQ, avec le nombre d'années qu'elle a de service, devrait être capable d'avoir le meilleur prix qu'un privé qui arrive, tu sais. Normalement. C'est capable, en plus, de dire, comme tu parlais, d'aller autant à cette île qu'à Montréal. Ah, mais on va pouvoir être capable de le trouver, le vin moins cher, mais comme j'ai dit, ça va être du galop, tu sais, c'est très bon. Non, mais pas nécessairement, ça peut la être qualité un est grand est pas là. producteur médium, là, pour que ça soit du galop en soi, là, tu sais, que ça peut être... Je tape Non, sur mais ça peut galop, être, là, ouais, mais c'est ils ça. n'ont rien fait. Là. Non, mais c'est un bon exemple, là. On va, Mais en même temps, c'est on vrai va que si on ça, ouvre- on va peut-être être commandité par Gallo pour la deuxième semaine. Mais c'est vrai que si on ouvre le monopole, ça va nécessairement concurrencer la SAQ, puis donc ça va la... Comment dire? Mais ça va la dynamiser dans un certain sens aussi. Parce qu'on s'est souvent fait dire que, mettons, la LCBO était capable d'avoir des meilleurs prix que la SAQ pour certains vins et spiritueux. Donc, il y a quand même, peut-être que la SAQ s'est peut-être un petit peu assis quand même sur ses lauriers en disant, ben c'est nous de toute façon, prenez les prix qu'on vous donne. Oui, c'est sûr que... Sauf que si on laisse plus de liberté si on brise le monopole, il y a plusieurs phénomènes, juste avec un qui est un peu... qui est pas extrême, mais qui est en fait une vraie problématique, mais qui est la contrebande de spiritueux. Je sais que Frigon, je me trompe pas, il en a parlé qu'il y avait un grand entrepôt dans l'Est qui était plein d'alcool contrefait. Au niveau... Il y a où le contrôle de qualité là-dedans? C'est sûr que, oui, on s'entend, c'est crime organisé. Je pense Mais qu'on n'est pas là non plus. Sur je que les pense entreprises, à quel moment est-ce qu'ils vont faire leur contrôle de qualité? La SAQ a un des meilleurs laboratoires vinicoles au monde. Tout à fait. Où est-ce qu'ils testent les différents produits qui rentrent? C'est une question carrément de santé publique. Est-ce que l'acteur privé, lui, va voir, écoute, moi, je vois de la Smirnoff moins chère. Est-ce que je veux vraiment pousser... Ben, en même temps, quand même, le gouvernement a, comme toi, avec Four Loko cette année, a intervenu en disant je les enlève quand même des tablettes. Fait que je pense que si un jour il y a des gins qui rendent aveugles en privé, ben, on va les enlever aussi. Exact. des tablettes, Ça là. n'empêche pas de la réglementation de c'est ça. l'État, mais est-ce que la réglementation de la SAQ en tant que telle est valable ou du moins est-ce que serait reprise par le privé si c'était ouvert? Là? C'est ce que... Je pense que quand même que Santé Canada est quand même là pour pouvoir prévenir ces genres de situations. Épauler les four locaux de ce monde. Pas les épauler, justement, peut-être les retirer. Épauler les clients des four locaux de ce oui, monde. Je pense qu'on est plus c'est là. bon. Ce serait mieux qu'on dise ça de même. Donc, je pense que c'est intéressant au niveau du monopole. Oui, c'est ça. Sinon, au niveau de la privatisation, là, il y a, comme une autre manière, on pourrait aussi faire le choix de
de privatiser, disons, un secteur de la SAQ ou le secteur des vins, ou disons, diviser le secteur des vins en plusieurs privatisations, voire le privatiser en totalité, comme ça pourrait rester un monopole, mais que ce soit géré par le privé. Peut-être que le privé en ferait une meilleure gestion. Est-ce que vous avez... Ouais, ben comme moi, mettons, on a dit, mettons, tantôt, on parlait des vins québécois qu'on peut avoir accès. On peut avoir accès, bien sûr, à la bière de micro. Est-ce que le spiritueux québécois pourrait pas aussi rentrer dans un type caviste, là, ou comme peu importe, dans mon genre d'épicerie que j'ai? Parce que, mettons, c'est des produits québécois, ça, on pourrait le faire peut-être rentrer. Peut-être que cette partie-là pourrait rentrer. Puis peut-être que je pourrais avoir des petites batches d'un producteur de moonshine, whisky, première distillation qui arrive, qui non se vend pas énormément à SEQ, mais moi, je pourrais le vendre directement aux intéressés de ce genre de produit-là. Puis ça, je pense que c'est une petite brèche qui pourrait être possible, puis comme ça que la SEQ s'en mêle pas. Tu sais. Ben, c'est ça. Ben, quand on parle d'une privatisation partielle ou complète, admettons qu'on privatise une partie des installations, il va y avoir une baisse des dividendes. Ça, c'est une manne, dans le fond, pour l'État qui sert à financer, dans le fond, d'autres types de services publics. Donc, le vice sert à financer la vertu. C'est beau. Donc... Il faut que ce soit bien utilisé aussi. Est-ce qu'on le sait à quel point cette gestion-là est bien faite? On peut se poser la question avec nos impôts aussi. La question reste Ouais, entière. c'est ça. Est-ce que ce serait bien fait avec le privé aussi, au fond? Ben, c'est sûr que les taxes vont aller à l'État. Tu n'as comme pas vraiment le choix sur tes produits. Effectivement, mais j'oserais peut-être relancer sur le fait que dans une question de taxe, en fait, ce qu'on en jasait un peu avant, il y a l'idée aussi que la dividende vient du produit général et la taxe vient du client davantage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière, des fois, en misant seulement sur la taxe, de finalement aller chercher ça un petit peu plus sur des strates de population que ça va affecter finalement un peu plus, sans nécessairement dire de la classe plus pauvre, mais plus vers la classe moyenne? Oui, mais en même temps, ça se passe en présentement avec les vins à la SAQ. Du fait que les vins, mettons, en bas de 30 $, ils mettent à peu près une majoration de prix d'à peu près 120 %. Tandis que, mettons, un vin qui va se vendre, mettons, qui achète, je sais pas, 50 $, il y a une majoration de prix de à peu près juste 60 %. Et donc, on peut déjà dire que ça se fait présentement. Parce que les vins plus chers ont une moins grande majoration. Je vois. Je rajoutais, en fait, sur dans le fond, sur une privatisation partielle ou complète, est-ce qu'on cherche, par exemple, si on cherche à baisser les prix avec ça, parce que la question, en fait, a été soulevée en début d'année, a été soulevée aussi en 2015 avec la commission Robillard. À ce moment-là, le gouvernement a dit on envisage de privatiser une partie de la SAQ, donc vendre une partie du réseau, carrément. C'est des succursales qui seraient au privé, une autre qui serait au public. La réponse des politiques en place à ce moment-là, c'est ça va rien changer pour l'État, on va garder les mêmes financements, on va hausser les taxes. Mais au final, aux consommateurs, il n'y a rien qui... L'État, en plus, la personne qui défendait ça disait mais il n'y a rien qui va changer pour l'État. Puis le commentateur était mais consommateur, tu sais, hausse de taxes, tu vas augmenter tes prix. Fait que privatiser dans un premier temps, ça va tout de suite amener une hausse de prix. Le gouvernement, dans son projet, c'est de compenser par une hausse de taxes. Si tu la privatises partiellement, en même temps, c'est au consommateur de retourner vers la société d'État. Puis comme ça, il n'y aura pas de hausse de prix pour le consommateur en soi. Oui, en fait, c'est que pour la dividende, pour compenser la baisse de la dividende, donc si on veut les profits de la SAQ qui sont versés au gouvernement, le gouvernement va hausser les taxes pour tous les alcools, que ce soit au privé ou au public. Mais ça va hausser les prix partout, public, privé, l'agence. Mais dans la logique de la commission Robillard, l'idée, c'était de dire que l'introduction du marché libre dans la vente du vin allait amener une concurrence qui allait faire en sorte que les prix allaient baisser. Ouais. Puis donc, que les taxes qui augmenteraient donc, compenseraient cette baisse-là que le marché aurait apportée, ce qui ferait en sorte que, oui, il y aurait une perte de dividendes dans la privatisation, mais qui serait compensée par une hausse de taxes qui, au final, ramènerait le prix du vin à l'état où il était avant la privatisation. Bref, on peut contester le fait que cette logique-là du marché libre va arriver bel et bien, mais c'était l'idée de... Moi, je pense qu'on peut la contester parce que si on regarde, justement, on a mentionné au début l'étude de l'IRIS, je crois qu'elle est sortie cette année ou l'an passé. L'Alberta, quand tu compares les prix des mêmes produits au Québec qu'en Alberta, c'est semblable. Là-bas, c'est complètement privé. En fait, le privé est allé chercher cette marge-là, mais les profits s'en vont dans des poches d'actionnaires et non dans l'État pour financer nos services. Donc, ultimement, c'est un choix où est-ce qu'on veut que les profits aillent. À mon avis, je pense que c'est plus la question qu'il faut se poser. T'sais. Les profits vont se faire, mais c'est à qui qu'on les donne. Mais les profits à l'État, ils vont être renvoyés sous forme de services à la population.
Moi, je suis Oui, tout à on fait le paye. capable de prôner le fait que le monopole existe encore, mais je pense qu'il y a une parcelle de cette SAQ-là qui pourrait être délaissée, comme je dis, pour aller chercher juste le petit côté plus niché, puis de laisser tomber ça, puis c'est pas un manque de profit. Ça va pas annuler un grand profit de la SAQ parce que la SAQ, de toute façon, le prône pas, elle essaye pas de le faire rentrer ces petits produits-là. Fait que je pense que cette petite parcelle-là pourrait être intéressante à avoir. J'ai le goût de relancer une quatrième, peut-être et dernière question. Là. On parlait de passer de goût tout à l'heure. On parlait d'éducation populaire. Je vous demanderai pas c'est quoi votre généreux. pastille préférée. J'irais plutôt vers la question suivante. Est-ce Aromatique que et vous charnue. pensez pas que, en fait, d'un bord comme de l'autre, vous pouvez avoir de réponse là-dessus. Est-ce que l'éducation populaire va être mieux amenée par l'arrivée de certaines entreprises privées qui vont faire découvrir davantage de produits ou par peut-être une gestion publique qui, elle, va se permettre d'avoir des fameuses pastilles de goût? Alors, en fait, de quelle manière est-ce que le client peut apprendre davantage avec un monopole ou avec l'arrivée d'entreprises privées? C'est peut-être en fait la dernière question que j'aurais là, pour le débat suivant. Ben, moi, je crois que l'entreprise privée va vouloir... Et comme la SAQ, elle veut vendre son produit, évidemment, mais que ce soit au niveau du service conseil directement au client, quand il arrive, le citoyen, contribuable, consommateur, quand il arrive à SAQ, il y a des gens sur place pour pouvoir les conseiller, tout ça. Est-ce que le privé va être capable d'assumer, de former des gens, les payer un salaire adéquat? Moi, j'ai des doutes. Puis ensuite, la logique, ça va pas être plutôt de pousser, comme je l'avais dit plus tôt avec la logique de marchandisation, de pousser pour les produits avec la plus grosse marge de profit à aller chercher. Mais c'est peut-être pas le salaire adéquat dans le sens que les commis à la SAQ sont quand même très bien payés. Peut-être que le gars en privé va peut-être être un peu moins bien payé, mais peut-être un grand passionné de trucs plus spécifiques. Fait que peut-être que c'est peut-être la passion aussi qui va plus l'intéresser. La pastille de goût en soi, je sais pas. Est-ce que ça a aidé? C'est juste moi qui tripe là-dessus. Peut-être que ça a aidé à vulgariser le vin pour que monsieur et madame, tout le monde qui ne connaissait pas du tout le vin soit rentré maintenant à la SAQ. Ils se sentaient beaucoup plus à l'aise de dire « Ah, j'aime ça comme ça ». Mais tu sais, peut-être. Ça a peut-être aidé, mais je pense pas non plus que ça je sais pas, ça joue un C'est pas très grand majeur pour rôle. toi. Ben, enfin, on terminerait donc ce débat-là par 1 minute chacune pour, en guise de conclusion, pour revenir sur les idées qui vous semblent maîtresses dans ce débat-là. Je commencerai donc par Nathaël. Ben, moi, je pense que SAQ, c'est un modèle qui a fait ses preuves, presque 100 ans. Puis juste une règle générale, personnelle, on répare pas ce qui n'est pas brisé. Donc la SAQ, ça fonctionne, ça amène des résultats. Puis je pense qu'il faut beaucoup plus focuser sur les résultats actuels, qu'est-ce qui se passe. Puis sinon, je voulais faire un petit mot aussi pour les camarades, dans le fond, qui sont en négociation avec la SAQ. Ce que vous demandez, c'est conciliation, famille, travail, études, ainsi qu'une baisse des précarités de l'horaire. Tu sais qu'on sait que 70% du monde sont en temps partiel, puis ça prend 12 ans en moyenne pour avoir un poste à temps complet. Je veux dire, vos demandes sont très raisonnables, puis l'employeur qui fait reculer, ça me dégoûte. Donc, petit mot pour les camarades. Parfait. Audrey? Ben, en somme toute, ben, c'est comme je dis, j'aimerais juste ça, une petite brèche, peut-être une petite ouverture de la part de la SAQ pour peut-être des produits un peu plus locaux. Peut-être aussi de peut-être prôner le produit, que ce soit le produit local. Comme je disais, le spiritueux, finalement, est là aujourd'hui en ce moment avec les gins, mettons, québécois, qui ont une belle grande place, mais comme ça a été le consommateur qui l'a demandé, peut-être être plus à l'écoute à la base du milieu, puis peut-être essayer de prôner d'avoir des petites productions plus nichées, d'aller chercher aussi un peu peut-être plus de vins nature, des vins bio, peut-être juste pour ou sinon peut-être justement privatiser un petit peu cette section-là qui n'est pas non plus prise en charge en ce moment vraiment bien par la SAQ. Eh bien, je crois que c'est ce qui met fin à ce débat. À ce grand débat. Merci beaucoup. Messieurs, dames, j'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Alors, Nathaël plaisant. Bureau et Audrey Martineau-Dumas. Quand même, première joute oratoire. Oui. Vous avez ouvert ce balado-là. Absolument. Un gros merci au public qui est dans la salle actuellement avec nous. Merci au Brewpub Brouhaha Rosemont également pour le local. Ça nous fait un charmant lieu de débat. C'est vraiment, c'est merveilleux comme espace. Là. Exactement. On se revoit la semaine prochaine, donc pour ou contre le débat salaire minimum à 15 $ de l'heure. D'ici là, allez aimer la page Facebook, Instagram. On a un compte Twitter également. Tout à fait. Puis abonnez-vous à On YouTube l'oublie, également. mais- Ouais, on n'oublie pas Twitter. On pas l'oublie. tout. Abonnez-vous donc à Twitter. C'est une bonne affaire. Et donc, surtout, allez vous abonner sur YouTube. C'est notre page où vous allez pouvoir avoir accès à toutes les vidéos. Et d'ici là, messieurs, dames, on se Un revoit grand la merci. semaine prochaine. À la Merci semaine beaucoup. prochaine. Bye bye. Yes.